Bonjour et bienvenue sur le podcast Israël Décryptage. Mon nom est Nissim Slama, je suis guide et conférencier en Israël, à Jérusalem. Donc pour vos prochaines vacances en Israël, quand le tourisme reviendra, je serai heureux de vous guider. Mais dans tous les cas, pour l'instant, je vous fais cet épisode sur un épisode spécial sur la situation en Syrie. Donc c'est vraiment un épisode spécial que je fais à la demande d'un des auditeurs qui s'appelle Ariel, qui m'écoute de Floride. Donc bonjour Ariel. Très heureux de le faire. Ça fait à peu près une semaine que j'essaie de le faire, mais en fait, tous les jours, il se passe quelque chose. Et à chaque fois, je me dis, bon, j'attends que, de comprendre ce qui se passe avant de faire l'épisode. Cette nuit, et donc on est le dimanche, entre samedi et dimanche, on me semble 8 décembre 2024, le régime de Assad, le régime syrien, est tombé de manière a priori définitive. Donc c'est le moment d'enregistrer l'épisode et de comprendre un peu ce qui se passe et de comprendre surtout les conséquences pour Israël. Et donc c'est comme je dis un épisode spécial qui n'était pas prévu, mais au vu des événements, c'est important de le faire et cette histoire a des conséquences évidemment sur Israël. La Syrie est un voisin, on a énormément d'attaques depuis la Syrie sur le Golan, on a énormément de choses qui se passent avec la Syrie, donc c'est important de comprendre ce qui se passe. Donc d'abord, j'aimerais présenter un peu la Syrie. La Syrie, c'est un grand pays, il y a 25 millions d'habitants. Et pour faire la comparaison, en Israël, il y a à peu près une dizaine de millions d'habitants, dont 20% de non-juifs, 75% de juifs, 5% de différentes autres minorités. Et le territoire est vraiment grand. Une grande partie du territoire syrien est évidemment du désert. Mais à part ça, du côté ouest sur le territoire syrien, on a un axe de grandes villes, un axe où la plupart des gens ils habitent. Donc c'est depuis Idlib au nord, pratiquement jusqu'en proche de la Turquie, Damas, et entre Damas et Idlib, on aura Alep, qui est la deuxième plus grande ville de Syrie, pratiquement aussi grande que Damas. On a les villes de Homs. Et vous avez entendu parler de sûrement toutes ces villes-là et à la télé. Quand je descends tout en bas, j'arrive pratiquement en face du Golan israélien. Et j'ai là-bas Assaouida, qui est une ville druze, Dar'a, où la révolte a commencé en 2011. Et donc j'ai toute cet axe. D'un autre côté, ça du côté ouest. Du côté est, j'ai le Frat, le fleuve Frat, avec un autre axe d'habitation, de gens qui habitent. Et c'est l'autre partie où les gens ils habitent. Et au niveau, la Syrie en fait est très composée. Dans la tête, surtout des Occidentaux, quand on parle de Syrie, du Liban, de l'Irak, de tous ces pays du Moyen-Orient, on imagine toujours c'est des pays où tout le monde est la même chose, c'est tous des Arabes, sunnites, musulmans, alors qu'en fait pas du tout. On parle de pays qui sont super composés, et il n'est même pas sûr que les musulmans sunnites aient la majorité. Donc quand on regarde les chiffres, par exemple en Syrie, on parle de 60% de musulmans sunnites, alors que ça pourrait être moins. A priori, ça peut être moins, surtout après les grandes fuites. Après, pendant la guerre civile, énormément de gens ont fui le pays. Et la plupart des gens qui ont fui le pays, c'est ces gens-là, les musulmans sunnites, arabes musulmans sunnites. Mais même eux-mêmes, ils sont divisés. Donc ces 60%, ils sont divisés ils sont divisés souvent des clans et suivant les villes où ils habitent. Donc d'abord, j'ai les gens de Alep, au nord de la Syrie, j'ai les gens de Damas, au sud de la Syrie. C'est deux mondes totalement différents. J'ai les gens des villes, donc dans les grandes villes, et j'ai les falachim, les gens qui habitent dans les petits villages, les agriculteurs. Maintenant, ça c'est du côté ouest. Du côté est, les musulmans sunnites, arabes, qu'on dirait que c'est à peu près la même chose, c'est totalement différent. C'est ce qu'on appelle Jazara, et c'est la raison des Jazaréens, et j'essaie de traduire en français du mieux que je peux. Et là-bas, on parle plus de tribus, et on parle d'une forme beaucoup plus tribale c'est des musulmans sunnites arabes, mais c'est beaucoup plus des sortes de bédouins comme ça, des formes beaucoup plus tribales. Il y a une réelle différence entre les deux. À part ça, j'ai encore 50% de la population qui n'est pas musulman sunnite arabe. Donc d'abord, j'ai les Kurdes, qui sont au moins, qui sont sunnites, qui sont musulmans, mais pas, qui ont une autre manière de voir leur islam, et qui sont vraiment, on va dire, dans le coin nord-est du pays. C'est ce qu'on appelle Rojava. Rojava, qui aujourd'hui est la base, vraiment, cette autonomie kurde, est la base de ce qu'on appelle l'autonomie l'administration autonome Nord et Est Syrie. Le problème, c'est qu'ils changent tous les quelques années de nom, donc il faut suivre. Je vais en reparler du Rojava dans quelques minutes, après que je fais la composition du pays. Dans tous les cas, donc, on a les Kurdes qui représentent à peu près 10-15% du pays. À part ça, j'ai les Alaouites. Les Alaouites, c'est encore 10 à 15% du pays, en sachant que les Alaouites, c'est eux qui, depuis l'époque des Français, ont le pouvoir. Et la famille de Assad est une famille alaouite.
l'Alaouite se concentre surtout autour de Damas, parce que c'est là où il y a le pouvoir, et sur la côte de la Méditerranée, Tartus, et toute la Takia, c'est toutes les villes portuaires où les Russes ont leur force. C'est très important ces endroits-là pour les Russes, tout simplement parce que c'est pour la Russie, c'est un accès à l'eau et ce qu'on appelle aux eaux chaudes, c'est-à-dire tous les ports russes en fait. Le grand problème de la Russie pendant les 2 derniers siècles, c'est qu'ils n'ont pas accès à des ports d'eau chaude. Ils ont accès à des ports qui sont... Les ports russes sont fermés pendant l'hiver parce que tout est glacé. Et donc ils cherchent toujours, la Russie pendant les 2 derniers siècles, cherche à avoir un port et, pour avoir des bateaux, pour avoir des bases, dans des endroits où l'eau n'est pas bloquée pendant l'hiver. Et donc c'est très important sur la Méditerranée qu'ils ont ces ports-là en Syrie. En sachant qu'au nord de ces ports-là, au nord de la Syrie, il y a une région dont la Syrie toujours réclame et qui appartient à la Turquie. La Turquie, qui je rappelle, est un membre de l'OTAN, donc du côté ouest, du côté des États-Unis, c'est un membre de l'OTAN. Donc même si nous, Israël et la Turquie, on s'entend pas trop, mais au bout du compte, on est dans le même camp. Et au sud, il y a le Liban, avec tous les problèmes au Liban. Donc le seul endroit où les Russes peuvent mettre un port, c'est vraiment dans ces zones-là, et qui sont une zone alaouite. Les alaouites, c'est une composante. Donc aujourd'hui, il se dit chiite, de musulmans chiites. Le problème, c'est que pendant des années, ils étaient considérés par les musulmans, ils se considéraient eux-mêmes comme non-musulmans. Okay, donc, je pense, a priori, que les djihadistes, maintenant qui prennent le pouvoir, on va revenir à ces gens-là qui prennent le pouvoir, ne considèrent pas absolument les alaouites comme musulmans, même si au départ, a priori, je suppose que pour l'instant, ils parlent et ils disent oui, on les accepte, c'est nos frères, on accepte tout le monde, etc. Bon, au bout du compte, c'est un vrai problème, parce qu'ils ne sont pas vraiment musulmans, et si on prend les textes, par exemple, du grand-père et de l'arrière-grand-père de Bachar el-Assad, ils vont parler en disant de manière très claire, ils ne sont pas musulmans. Pendant toutes les 58 années du pouvoir de la famille Assad, ils se disaient musulmans, chiites, proches de l'islam chiite, mais c'était une manière politique pour être accepté par la population. Parce que si tu n'es pas musulman, tu ne seras pas accepté par la population musulmane. Mais où il y a un vrai problème, donc on a ces alaouites, c'est entre 10 et 15% de la population qui sont concentrés, donc comme je dis, surtout sur la côte, entre la Turquie et le Liban. Et donc ça, c'est la deuxième sorte de population. Après ça, on a une dizaine de pourcents de chrétiens, toutes sortes de chrétiens, ok, toutes sortes, donc ça peut être des arabes chrétiens, ça peut être d'autres populations chrétiennes, plein de sortes de chrétiens. Et aussi, on a à peu près 3%, 3-4% de druzes. Maintenant. Et c'est très important les druzes, pourquoi? Parce qu'en Israël, on a beaucoup de druzes, et au Liban, il y a beaucoup de druzes, et même s'ils ont un petit poids dans la population, au bout du compte, d'abord, ils sont concentrés dans certaines régions. Donc si par exemple, je vais depuis le Golan, c'est important, j'espère que vous avez une carte devant vous, ou je vous conseille de prendre une carte, j'aurais dû dire ça dès le début. Si vous regardez depuis le Golan, donc mettez pause, allez chercher votre carte, revenez. Donc si on regarde depuis le Golan, et qu'on va vers l'est, on a là-bas la région de Quneitra, qui est vraiment sur le Golan, vraiment. Un peu plus loin, on a la région de Dara, là où la révolte a commencé. Et juste après, pas très loin du Golan, quelques dizaines de kilomètres, on aura le Jabal Druze. Jabal Druze, c'est là, la montagne des Druzes, c'est là où il y a une grosse concentration de cette population druze, qui elle-même n'est pas musulmane. Okay. Non, le pouvoir alaouite d'Assad était basé avant et surtout sur toutes ces minorités. C'est-à-dire toutes ces minorités, en tant que minorité, ils se basent sur toutes les différentes minorités qui existent, et c'était vraiment de faire avancer les minorités, de faire réussir. Depuis l'année dernière, à peu près un an et demi, les Druzes étaient très en colère contre Bachar el-Assad, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas été rétribués à juste titre pendant la guerre civile, par rapport au fait qu'ils aient soutenu le régime pendant toute cette guerre civile. Et donc il y a eu des velléités d'indépendance ou d'autonomie du côté des Kurdes, et donc c'est pas étonnant que même aujourd'hui ils ne soutiennent pas le gouvernement de Assad, et n'ont pas soutenu le gouvernement de Assad, qui, comme je parle vraiment cette nuit-là, a priori est tombé. Donc ça c'est à peu près la composition du pays. Donc on a les Kurdes qui sont au nord-est, les Alaouites qui sont sur la côte, et au sud, vraiment au sud, à la frontière, on va dire, plus ou moins vers la frontière avec la Jordanie, on aura les Kurdes, cette petite minorité kurde qui est très importante. Maintenant, première partie. Deuxième partie, c'est quoi les forces en présence? J'essaie ça de faire le plus ordonné possible. Les forces en présence. Et là, c'est compliqué.
D'abord, chacun essaye, contrairement à ce qui s'est passé dans la guerre civile où il y avait plein de groupes qui se battaient et qui n'avaient pas de gouvernement, c'était des bagarres. Euh, en fait, ils ont profité du cessez-le-feu qui existe depuis quelques années pendant la guerre civile pour pour pouvoir s'arranger et s'organiser. Et donc maintenant, si par exemple il y a des rebelles qui ont le pouvoir à Idlib, qui est proche de la Turquie, ils vont vouloir avoir un gouvernement ordonné de manière à pouvoir se présenter, à pouvoir faire une vraie guerre, à dire voilà, je ne suis pas un gars qui vient et qui tue tout le monde, je veux organiser les choses. Et vraiment, c'est ce qui se passe, on voit dans les 2 jours qui viennent. Par exemple, j'ai vu dans Telegram des images d'endroits qui viennent d'être conquis, comme Homs, où il y a déjà la police qui revient faire son travail et qui donne des PV aux gens qui roulent trop vite, par exemple. Donc vraiment, c'est très important pour eux. Et donc on va vraiment avoir, on va dire, différents gouvernements sur différentes parties du territoire. Jusqu'à la semaine dernière, on avait Assad sur la plus grosse partie du territoire, à part quelques enclaves. Et donc, je vais parler de ces enclaves en sachant que maintenant, ils se sont rejoints à toutes ces enclaves et qu'ils ont effacé en fait le régime de Assad. Mais ils existent toujours, il y a toujours ces différents gouvernements, et c'est important de comprendre de quoi on parle. Je vais commencer par le nord. Si je vais au coin nord-ouest de la Syrie, proche de la Turquie, donc du côté de Idlib, j'aurai là-bas un gouvernement qui est pro-turc. C'est pratiquement la Turquie, ok? C'est un gouvernement fantoche des Turcs, c'est le gouvernement national, et son nom, alors désolé, hein, à chaque fois, j'ai dû noter les noms parce que comme ça change à chaque fois, donc c'est le gouvernement intérimaire de Syrie. Ce qui est vraiment, c'est la Turquie en fait. Ce qui se passe, c'est que la Turquie a conquis une partie de la Syrie, elle a mis là-bas un gouvernement fantoche pour pas gouverner directement, et c'est des rebelles, ok, ils se rebellent contre le pouvoir syrien de Assad, en sachant que la Turquie et Assad sont de 2 côtés, que la Turquie, ces dernières années, a essayé de se rapprocher de Assad sans réussite. Erdogan a essayé de se rapprocher de Assad sans vraiment y réussir, parce qu'Assad s'est accroché à ses alliés iraniens et à ses alliés du Hezbollah, et à ses alliés russes, alors qu'encore une fois, la Turquie est dans ce côté-là, sur cette histoire-là, et du côté des forces occidentales. Donc on a vraiment, et aussi des forces du Golfe. Aussi, on a oublié évidemment l'Arabie Saoudite et toutes ces forces du Golfe, et les Émirats Arabes Unis, etc., sont aussi, et aident aussi ces rebelles-là. Donc on a vraiment une petite partie, donc tout au nord, proche de la Turquie, on a les Turcs ont aussi conquis une sorte de bande de terre, une sorte de bande comme ça, et sur leurs frontières, un peu plus vers l'est, qu'ils ont conquis donc des Kurdes de Rojava, de ce qu'on appelle l'autonomie, l'administration autonome de Est et Nord Syrie, un peu long à dire, donc je vais utiliser le terme Rojava. Et ils ont donné aussi ce même gouvernement mais c'est à peu près vide, c'est beaucoup de Kurdes là-bas, ils ont fait surtout ça pour empêcher les Kurdes de rentrer en Turquie et pour bloquer les Kurdes. Si on y arrive, donc je vais passer directement aux Kurdes, dans le coin, c'est plus qu'un coin aujourd'hui parce qu'ils ont conquis énormément, mais si je vais jusqu'au coin nord-est, j'ai les Kurdes qui habitent, tous les Kurdes qui habitent entre la Turquie, l'Irak et la Syrie. Dans ces Kurdes-là, ce n'est pas les mêmes Kurdes que les Kurdes d'Irak. En Irak, il y a un gouvernement kurde autonome, au nord de l'Irak, de la famille Barzani. C'est une autre manière totalement de voir différente. Les Kurdes de Syrie sont beaucoup plus en relation avec les Kurdes de Turquie, et ils étaient en relation avec le parti communiste kurde, le PKK. Ce PKK qui s'est transformé, qui a fait d'autres partis, c'est toute une constellation, il y a énormément de partis, énormément de groupes armés, c'est totalement compliqué, donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, ces Kurdes-là, ils ont la même idéologie que Öcalan qui est donc le grand résistant kurde ou le grand terroriste kurde, ça dépend qui en parle, et qui est emprisonné en Turquie. A priori, et d'après ce qu'on raconte à l'époque, quand il a été amené en prison, quand ils l'ont attrapé, on parlait que c'est Israël qui avait aidé à la Turquie à l'époque à attraper Öcalan. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais on en parle énormément. Donc ces gens-là, on va dire, c'est une sorte de confédération socialiste, c'est un peu compliqué, il n'y a pas vraiment de président, il n'y a pas vraiment de meneur, on ne sait pas c'est qui le chef, et il y a énormément d'autonomie, et chaque village est totalement autonome, et de l'autre côté c'est socialiste, c'est des sortes de petits kibbutz, c'est vraiment compliqué, on ne comprend pas trop comment ça se passe, et ils sont énormément ennemis à l'Occident,
tout simplement parce que quand on les voit, c'est vraiment le rêve de tout l'Occident, de voir ces gens-là qui arrivent, et l'égalité entre hommes et femmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la guerre civile, on parlait des gens qui se battaient contre Daesh, contre l'État islamique, et avec ces unités de femmes qui se battaient, de femmes kurdes qui se battaient, l'égalité des sexes, l'égalité des... ils cherchaient, sur le papier au moins, il y a l'égalité entre toutes les communautés, les différentes minorités qui habitent là-bas. Ça a commencé, le Rojava, c'est la base, c'est le coin kurde qui est au coin nord-est de la Syrie. Et avec le temps, ils ont conquis pratiquement jusqu'à l'Euphrate. Ils ont conquis jusqu'à l'Euphrate et ils ont organisé, donc ils ont dû changer de nom. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle l'administration autonome. Ils ont été plus ou moins reconnus par le pouvoir de Assad parce qu'il ne peut pas faire grand-chose, il n'a pas le choix, il n'avait pas le choix. Et ils mènent leur barque à peu près comme ils veulent, avec ce qu'on appelle les forces de défense syriennes. Donc il y a énormément d'acronymes qui sont jetés un peu partout. C'est parce qu'il y a le nom en arabe, il y a le nom en anglais, le nom en français. Et en plus, ils changent de nom tous les 2 jours. Et en plus, c'est plein de groupes différents. Donc quand on parle des forces de défense syriennes, on parle de ces gens-là, du Rojava, on parle de l'autonomie qui est basée surtout sur les Kurdes de Nord-Est. Aujourd'hui, les rebelles qui ont pris le pouvoir à Damas, qui ont gagné, ils sont en guerre avec ces Kurdes. Et pendant qu'ils se battent contre Assad, ils se battent aussi, un peu moins, mais ils se battent aussi contre les Kurdes. Et je rappelle aussi que la Turquie, la raison pour laquelle elle a fait ce gouvernement intermédiaire, pas intermédiaire, comment on dit ça, ce gouvernement est entre-temps, je suis sûr qu'il y a un nom, hein. Il y a un nom, il y a un mot en français que j'oublie, mais c'est pas grave. Ce gouvernement intérimaire, voilà, c'est le mot que je cherchais, intérimaire, pardon, je m'excuse. Donc ce gouvernement intérimaire au nord de la Syrie, c'est vraiment pour bloquer les Kurdes. Ce qui se passe, c'est que donc ces Kurdes-là, les Rojava, ils sont bloqués des deux côtés. D'un côté, ils sont bloqués parce que du côté du côté de l'Irak, donc du côté est, ils ont le gouvernement autonome kurde de la famille Barzani qui ne sont pas du tout en accord avec eux. Les Barzani, pour eux, c'est vraiment le cauchemar de voir ces idées de Öcalan rentrer dans leur pays et avoir une révolution communiste ou socialiste ou confédéraliste. C'est vraiment un régime de type, on appelle ça un régime de type sultanique. Okay, c'est plus ou moins démocratique, il y a des élections et les gens ils vivent bien. Mais d'un autre côté, ils sont pas du tout révolutionnaires et ils sont beaucoup plus, conservateurs. Ok, pour pas utiliser un autre terme. Donc ils sont bloqués d'un côté par leurs frères ennemis, et de l'autre côté ils sont bloqués au nord et à l'ouest par les Turcs et les forces qui sont sous influence turque. Donc au bout du moment, les Turcs qui sont rentrés en Syrie, sûrement vous vous rappelez il y a quelques années que les Turcs rentrent en Syrie, vraiment pour le but c'est de bloquer les Kurdes et d'empêcher les Kurdes de Syrie de s'allier aux Kurdes qui sont en Turquie et qui ont a priori la même idéologie et de faire une révolution là-bas en Turquie. C'est ce qui fait le plus peur aux Turcs. Donc ça, on a parlé et les deux choses. Maintenant, je reviens. Alors je sais, je suis passé du nord-ouest au nord-est et je reviens vers l'ouest. Et au sud de Idlib, on va avoir un autre gouvernement, okay, qu'on appelle ça le gouvernement de salut syrien. Donc c'est pas le gouvernement qui est soutenu par la Turquie, au moins pas de manière directe. C'est un gouvernement qui est à la base djihadiste. Okay, c'est la base djihadiste. Le chef de ce gouvernement est leur force d'abord, c'est Hayat Tahrir el-Sham. Donc c'est l'organisation de libération du Levant. El-Sham, c'est le Levant. Tahrir, c'est libération. C'est comme si vous vous rappelez au Caire, on avait la place Tahrir. C'est la place de la libération. Donc Hayat Tahrir el-Sham. Souvent on va appeler ça HTS en français ou en anglais. Et ça, c'est les forces de combat. Les HTS, je vais essayer d'utiliser HTS pour l'instant. Et à la base, c'est une sorte de... c'est Al-Qaïda el-Sham, Al-Qaïda en Syrie, qui s'est transformé, et il y avait El-Nusra, et ensuite il y a eu des épurations, etc. Mais au bout du compte, le gars qui est à la tête du HTS, El-Giuliani, en passant, El-Giuliani, c'est-à-dire celui qui vient du Golan, à l'origine, il est le chef de Al-Qaïda, et c'est en fait toute une constellation d'islamistes extrémistes djihadistes qui se sont battus entre eux, qui se sont réorganisés, encore une fois réorganisés, avec des épurations internes, etc. Et au bout du compte, on est arrivé à ce moment-là. Aujourd'hui, la plus grosse organisation, c'est HTS, et que cette organisation se dit est censée écouter un gouvernement qu'on appelle le gouvernement de salut iranien. Quand on parle de gouvernement de salut, tout de suite, il faut envoyer ça vers un monde islamique. Salut de quoi? Salut du monde moderne.
Évidemment, quand on entend maintenant, par exemple, il est passé à la CNN, et ils font plein de déclarations, ils veulent à tout prix se montrer le moins extrémiste possible par rapport à l'Occident pour pouvoir avoir le pouvoir. Et ils sont beaucoup plus forts que le gouvernement, que le gouvernement intérim créé par la Turquie. Mais non, la vérité, c'est que ça fait 2-3 jours que j'essaye de comprendre, même plus, que j'essaye de comprendre c'est quoi les relations entre le gouvernement intérimaire qui est soutenu par la Turquie et ce gouvernement de salut syrien, de HTS et de Giuliani, et j'arrive pas à comprendre. Parce qu'au départ, les Turcs, ils étaient contre, ensuite ils étaient pour, des fois ils aident pas, mais a priori, aujourd'hui, maintenant, le gouvernement de salut est vraiment soutenu par les Turcs, même au niveau renseignement, à tous les niveaux, est totalement soutenu par les Turcs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les Turcs, ils ont essayé de se rapprocher de Assad pendant des années, pendant les quelques dernières années depuis le cessez-le-feu, il me semble que c'est en 2015-2016 qu'il y a eu un cessez-le-feu, Assad a essayé de se rapprocher, ça n'a pas fonctionné, donc donc il a dit, ok, donc tant pis, je vais aider les rebelles, et ils vont récupérer maintenant, ils vont faire le boulot. Et donc il va les aider. Et en plus, les Turcs, le truc c'est qu'il y a ce qu'on nous dit, ce qu'on nous dit dans les renseignements, c'est que vraiment il y a quelques semaines, la Syrie a demandé aux Turcs, elle a demandé, est-ce que vous comptez faire quelque chose? Est-ce que vous comptez attaquer? Est-ce que vous avez des renseignements? Parce qu'on là on est en problème, puisqu'on n'a plus le Hezbollah pour nous aider, les Iraniens nous lâchent un peu, les Russes sont occupés, donc on ne veut pas que vous nous attaquiez maintenant. Et les Turcs ont dit à Assad, ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer. Ils l'ont bien roulé dans la farine. Et au bout du compte, aujourd'hui, on peut dire, j'ai l'impression sur le terrain, de ce que je comprends, hein, entre le gouvernement intérim soutenu par les Turcs et le gouvernement de salut, qui à l'origine n'était pas soutenu entièrement par les Turcs, c'est pratiquement la même chose. Et j'ai pas entendu parler de combat entre les deux. Et la Turquie soutient totalement même ce gouvernement de salut qui est islamique, djihadiste, mais qui essaye quand même de se la jouer un peu moins, toujours musulman, et ils veulent faire une démocratie islamiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si c'est possible. A priori, je ne pense pas que ça soit possible, mais dans tous les cas, ils sont plus. Et je rappelle que Erdogan vient d'un parti islamiste, donc au bout du compte, c'est pas un grand problème, c'est des idéologies qui sont plus ou moins proches. Donc ça, c'est ce qui se passe. Maintenant, plus au sud, et si je descends au sud, à l'origine, si je vais 2 semaines en arrière, je dis, voilà, donc ça c'est au nord, mais si je descends au sud, il y a le gouvernement de Assad, et tout au sud, j'arrive à la frontière entre la Syrie et Jordanie, puis Irak. Ok. Alors j'espère que vous avez devant une carte. Non, j'arrive, et c'est plus ou moins là, il y a le Golan. Donc si je vais du Golan, j'ai Daraa, Konetra Daraa, avec des forces syriennes rebelles, mais qui ont été récupérées, qui ont été battues par le gouvernement de Assad, et qui donc sont en catimini, qui se cachent plus ou moins. J'arrive devant le Djebel Druze, qui est là où les Druzes habitent, la montagne Druze, qui est à côté de la frontière avec la Jordanie. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, les Druzes étaient un peu en colère contre Assad. Et ensuite, je vais encore plus à l'est, j'arrive vers la frontière avec l'Irak. À la frontière avec l'Irak, c'est le désert le plus total. Il y a juste une route qui passe. Juste du côté syrien de la route, j'ai là-bas une base militaire américaine qui s'appelle Tanf. Et là-bas, j'ai des forces syriennes libres, ou on appelle ça aussi les commandos de la révolution, ils ont différents noms, qui sont soutenus totalement par les États-Unis, et ces forces-là ne bougent absolument pas 1 millimètre sans l'accord des Américains. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que tous ces gens-là, ils se sont retrouvés ensemble. Donc on a, depuis les forces qui se trouvent avec les Américains à Al-Tanf, à la frontière avec l'Irak, avec les forces du Djebel Druze, avec les Druzes, qui ont aussi, avec énormément d'anciens de déserteurs de l'armée syrienne qui étaient basés là-bas, qui sont reliés avec les gens à Daraa et à Quneitra, et tout ça, ça fait un gros bloc de rebelles, et tous ces rebelles-là, ils sont allés vers le nord, et ceux qui sont arrivés jusqu'à Damas, les premiers. Ils sont arrivés jusqu'à Damas les premiers, et ils ont rejoint les rebelles du gouvernement de salut, donc les rebelles de HTS, qui arrivent depuis le nord. Donc on a depuis le sud les forces syriennes libres. Ok, donc déjà j'ai énormément de noms différents, je m'excuse. Les forces syriennes libres qui arrivent depuis le sud, et les forces du gouvernement de salut, donc les HTS, qui arrivent depuis le nord, et qui arrivent et qui prennent en étail la ville de Damas, et qui ont réussi à rentrer dans Damas. Et maintenant, je ne sais pas qui est à Damas elle-même. Est-ce que les forces du gouvernement de salut sont déjà à Damas, ou c'est que le gouvernement syrien libre qui sont à Damas, ou c'est les gens à Damas que le pouvoir s'enfuit, et pour l'instant ils essayent de comprendre ce qui se passe. A priori, il y a le balagan, le désordre le plus total. Balagan en hébreu, désordre. Le plus total. Donc ça, c'est les forces en présence.
Et c'est les forces en présence, et c'est très important de comprendre. Maintenant, et quelles sont les conséquences et quelle est la situation? Donc d'abord, la situation, c'est que tout le centre du pays, c'est-à-dire l'axe qui est entre l'axe, la grande axe, l'autoroute, elle s'appelle la M5, depuis le nord, depuis la Turquie, ok, qui descend par toutes les grandes villes de Alep et qui arrive par Damas et qui descend jusqu'à Assaoui, la Druze, tout ça ont été récupérés par les rebelles, et le gouvernement est totalement tombé, le gouvernement est effacé, n'existe plus. Mais on a toujours l'autonomie kurde à l'est. Okay. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'ils vont réussir à voir, je ne pense pas que l'autonomie kurde va rentrer dans ce gouvernement, mais est-ce que ces trois gouvernements différents, ou ces trois groupes différents, donc on parle du gouvernement intérim, qui dépend de la Turquie, qui est tout au nord, du gouvernement de salut, plus ou moins djihadiste, et qui un peu plus au sud, mais qui arrive depuis le nord, qui a conquis Alep, puis qui arrive depuis le nord, et l'armée syrie libre, ou libre syrienne, et qui arrive depuis le sud. Est-ce qu'ils vont rejoindre? Est-ce qu'ils vont réussir à faire un gouvernement entre intérim, en sachant qu'ils ont des intérêts différents, qu'ils ont des opinions différentes, etc. Donc ça, c'est le premier. Deuxième question, c'est par rapport à qu'est-ce qui se passe sur qu'est-ce qui se passe sur la côte. Donc la côte qui est bloquée entre la Turquie, il y a une sorte de bande de terre turque qui descend depuis la Turquie le long de la côte, et le Liban. Donc entre le Liban et la Turquie, il y a là-bas une côte avec encore les Russes. Est-ce que les Russes vont lâcher le morceau? Est-ce qu'ils vont laisser rentrer maintenant les autres forces syriennes? Qu'est-ce qui va se passer avec les Alaouites? Est-ce que les Alaouites vont continuer à se battre pour avoir leur autonomie là-bas? Donc ça, c'est différentes questions. Et j'aimerais essayer de comprendre un peu, il y a énormément de conséquences, énormément de choses à apprendre sur ça, et je pense que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Donc d'abord, il faut bien comprendre, ok? Et au bout du compte, ce qui se passe au Moyen-Orient, comme ce qui se passe dans le monde, et à mon humble opinion, ok, à mon humble opinion, on a deux visions du monde qui s'affrontent. La première vision est une vision impérialiste. Une vision impérialiste qui dit, voilà, moi j'ai mon idéologie, je veux conquérir le monde ou le maximum de terrain autour de moi et être le big boss et écraser les autres, ou même par exemple convertir les autres à ma vision du monde ou changer les autres, etc. C'est la vision de l'islam, et surtout de l'islam du style djihadiste, de l'islam du style frères musulmans, de l'islam du style Hamas. C'est la vision du monde. Et aussi c'est la vision du monde de l'islam chiite des Iraniens. Même s'ils sont en guerre l'un contre l'autre, au bout du compte, c'est leur vision du monde, c'est une vision impérialiste. De l'autre côté, on a une vision du monde qui est beaucoup plus nationale, qui dit moi je suis dans mon coin, ok, je veux avoir mon autonomie ou mon indépendance, ou une autonomie dans un système de fédération ou de confédération, ou même mon indépendance, je veux être chez moi, je rentre pas chez toi c'est chez toi, chez moi c'est chez moi, et je veux faire chez moi ce que je veux, et on peut comprendre que ça sera la vision surtout des minorités dans le monde musulman, par exemple les Alaouites, je suppose que c'est ce qu'ils aimeront, et c'est ce qu'ils aimeraient avoir, ou les Druzes, laisse-moi vivre, ou les Kurdes, ou Israël. Ok. Et en passant, c'est une vision beaucoup plus occidentale. La vision occidentale, et qui vient a priori du judaïsme, et ça c'est toute une autre histoire, il faudrait faire un autre épisode sur ça, sur la vision nationale du judaïsme, c'est le fait de dire, par exemple, les juifs ne veulent pas convertir les autres. Contrairement à l'islam, qui veut essayer de convertir au maximum, on n'est pas prosélyte. Pourquoi? Parce que moi j'ai mon peuple, j'ai ma vision du monde, j'ai ma religion, je suis chez moi, j'ai ma terre à moi, et je suis pas là pour envahir les autres et pour les transformer ou pour les changer. Maintenant, a priori, on pourrait comprendre que les autres minorités au Moyen-Orient auraient la même opinion, parce que, au bout du compte, les Druzes, par exemple, on ne peut pas se convertir, on ne peut pas devenir Druze, ok? Et on parle de différents peuples, de différents... Même les Kurdes, on peut pas... C'est vrai qu'ils sont musulmans, mais on ne peut pas devenir Kurde. Donc il y a beaucoup moins cette vision au monde. Et au bout du compte, c'est ces deux visions au monde qui s'affrontent au niveau international entre la Chine, la Russie, l'Iran, et d'un autre côté, les Américains, les Occidentaux, etc. Même si on comprend beaucoup moins ça, et que c'est à l'arrière. Mais c'est une autre discussion. Donc sur place, par rapport à ce qui se passe vraiment en Syrie ou au Moyen-Orient, l'axe impérial, et j'utilise à juste titre le terme impérial, de l'Iran, que l'Iran veut à tout prix donc conquérir le monde et revenir à la vision d'antan de la Perse qui dirige tout le Moyen-Orient. En passant, c'est la même chose pour la Turquie, qui est sunnite, mais qui aussi a des velléités de revenir au temps du sultan et de tout contrôler. Donc on a et en même temps on a les islamistes arabes qui ont la même vision. Ok, donc ils se battent entre eux, mais des fois ils s'accordent entre eux. Donc qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire les Iraniens? Les Iraniens, ils ont essayé de faire un axe d'encercler Israël.
ok? Donc Israël, c'est le plus grand ennemi, c'est le petit Satan, les Américains, c'est le grand Satan, Israël, le petit Satan, il faut à tout prix détruire Israël pour plein de raisons. Et par rapport à la vision des Juifs dans l'islam, qui ne peuvent pas avoir leur propre pays, qui ne peuvent pas porter des armes, ils peuvent être que adhémés. Deuxièmement, c'est terre d'islam, Dar el-Islam, et donc pas Dar el-Harab, pas la terre de là où on fait la guerre, et c'est le moment truc. Troisième chose, c'est la vision occidentale des choses, et Israël représente l'Occident, les Juifs représentent l'Occident. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire tout un mouvement de tenaille pour encercler Israël. Donc, on va voir, si je vais 2 ans en arrière, avant le 7 octobre 2023, j'ai tout un axe qui arrive depuis Iran, en Irak, où il y a il y a à peu près 60% de la population en Irak qui est chiite, ok, surtout au Bagdad et plus au sud de Bagdad, mais une très grosse partie de la population qui est chiite. Ensuite, plein de milices chiites qui arrivent jusqu'en Syrie. La Syrie, le régime de Assad qui est allié donc aux chiites. D'abord, comme j'expliquais un peu plus tôt, les Alaouites se disent faire partie du chiisme. C'est faux, mais depuis, on est obligé de raconter ce mensonge pour pouvoir être alliés. Donc, ils se disent chiites, et vous verrez partout alaouisme faire partie du chiisme. Et donc, on a ce mouvement-là par la Syrie qui va être alliée donc au Hezbollah et à l'Iran, le Hezbollah qui dépend de l'Iran, jusqu'au Liban, où le Hezbollah avait gangréné totalement le, le- le- l'État libanais, et un parasite total sur l'État libanais, où l'État libanais dépend totalement donc de son parasite, et ils font ce qu'ils veulent au Liban. Donc on a tout ce mouvement d'encerclement, et tout ce mouvement, tout cet axe qui arrive depuis jusqu'à Israël, et au sud on a le Hamas, on a Gaza, le Hamas qui nous ont attaqué le 7 octobre. Mais avant ça, on avait donc le problème du Hamas. Et l'idée de base, c'était de mettre Israël face à un dilemme. Bon, petite, petite, petite parenthèse, au niveau stratégique, le but de tout stratège est de pousser l'adversaire vers un dilemme dans lequel il perd des deux côtés. Mon but, c'est à ce que l'adversaire soit en dilemme, et que des deux côtés de son dilemme, il perd, et qu'il doit choisir entre le pire et le pire. C'est ça le but de toute stratégie, c'est de mettre l'adversaire face à un dilemme insoluble. Donc Israël est en dilemme insoluble. Si elle attaque l'Iran et le programme nucléaire iranien et les infrastructures iraniennes, si on le peut, parce que c'est pas sûr qu'on le puisse, mais disons qu'on peut le faire, eh ben, Israël se fait attaquer par tous les proxys de l'Iran, au nord, au sud par le Hamas, et au nord, surtout au nord par le Hezbollah, qui avait 150 000 missiles qui peuvent atteindre tout Israël et qui peuvent bloquer tout le pays et qui peuvent vraiment nous faire du mal. Et si on les attaque, d'abord, c'est compliqué, on ne peut pas les attaquer de manière claire, et l'Iran continue et va à la guerre, et l'Iran peut leur donner un parapluie, et c'est ce qui s'est passé avec des attaques balistiques, et peut leur donner un parapluie et les aider sur plein de niveaux, et leur envoyer des armes, et leur envoyer des hommes, des milices, des milices pro-iraniennes, des milices qui arrivent depuis l'Irak, depuis l'Iran, qui passent par la Syrie, qui vont aider même en hommes. En passant, on a trouvé des combattants au Liban qui n'étaient pas libanais. Très peu, mais ça peut exister, et il y en avait souvent, et donc on a vraiment cet axe-là. En passant, tout cet axe-là qui est évidemment soutenu par la Russie, qui est en grand combat contre l'Occident. Encore une fois, nous, on est un petit théâtre sur une guerre beaucoup plus grande entre l'Occident et les volontés impérialistes de la Chine, de la Russie, la Chine qui est au-dessus de tout, et qui s'occupe de Taïwan, mais il y a plein d'autres alliés. Mais surtout de la Russie, donc Russie, Iran, Hezbollah, on a tout cet axe, en passant, qui s'appelle eux-mêmes l'axe de résistance. C'est eux-mêmes que... Donc on a enfin, au bout du compte, ce qui s'est passé, c'est qu'on est 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, et tout cet axe totalement a été éradiqué. On a le Hamas qui est devenu un petit truc de rien du tout, où tout Gaza a totalement été, une bonne partie de Gaza, pas tout, mais une bonne partie de Gaza est totalement détruite. On a aujourd'hui Israël contrôle le nord de la bande de Gaza. Et on attend, la seule raison pour laquelle on ne rentre pas dans tout Gaza et on fait pas tout ce qu'on veut, c'est à cause des otages. Le Hezbollah a reçu d'énormes coups et on peut dire qu'il fait face à une défaite. Alors, je suis sorti à mon humble opinion, et je ne parle pas en tant que guide qui explique quelque chose, mais je parle en tant que citoyen qui a une opinion. J'étais contre le cessez-le-feu, tout simplement parce que je pense qu'il faut finir le boulot et il faut éliminer le Hezbollah pour qu'il n'existe plus. Mais au bout du compte, même si on ne l'a pas éliminé, le Hezbollah a vécu une défaite où une grosse partie de ses missiles ont été détruits, une grosse partie de ses combattants ont été détruits, et pour un petit prix au bout du compte pour Israël. C'est vrai qu'on a eu des centaines de morts, mais au bout du compte,
C'est une grosse défaite par rapport au Hezbollah, et vraiment il a reçu des coups, et jusqu'au moment où il a dû implorer un cessez-le-feu, où les Iraniens ont demandé un cessez-le-feu, vraiment, donc il a reçu vraiment des gros coups. Et ensuite, aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie, cette nuit, ce qui se passe en Syrie, où l'axe qui est bloqué. Ce que comptait le Hezbollah, au bout du compte, c'est très important. Pourquoi? Parce que le Hezbollah comptait se réhabiliter, se reconstruire avec les armes, les armes, l'argent et les hommes qui arrivent depuis la Syrie, qui passent par la Syrie. La Syrie, c'est la grande autoroute entre l'Iran, Syrie, encore une fois, Iran, Irak, Syrie, Liban. Donc c'est la grande autoroute qui passe. Israël a attaqué sans arrêt les passages entre la Syrie et le Liban. Et Israël continue d'attaquer, même dans les nuits qui viennent de passer, les renforts, et les renforts qui passent d'un côté à l'autre de la frontière. Donc au départ, les Hezbollah se disaient, ok, je me suis fait exploser par les Israéliens, ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir des renforts qui vont venir depuis la Syrie vers le Liban. Et au bout du monde, ce qu'ils ont fait, c'est qu'aujourd'hui, ils devaient envoyer des renforts depuis le Liban jusqu'à la Syrie, et même ces renforts-là ont été totalement éliminés, D'abord, il y en a très peu parce que le Hezbollah n'est pas capable, et le peu qui est passé, oui, Israël est passé, l'aviation israélienne, l'armée de l'air israélienne a bombardé les renforts qui arrivaient depuis le Hezbollah et des deux côtés de la frontière. Donc vraiment, au bout du compte, ce qui s'est passé, c'est que l'axe de résistance, l'axe entre depuis l'Iran jusqu'au Liban, n'existe plus. Au sud, on avait le Hezbollah et encore plus au sud. En fait, ce qui reste, c'est juste les Houthis qui sont au Yémen et qui empêchent le passage des bateaux par la mer Rouge. Et ça, au bout du compte, je pense qu'on va s'en occuper. Même si c'est pas Israël, ça dérange tout le monde, ça dérange les Américains, ça dérange les Anglais, ça dérange à peu près tout le monde. Donc je suppose que ce problème-là, ça dérange les Saoudiens. Et à partir du moment où ils perdent leur soutien d'un peu partout, je suppose que cette affaire-là va aussi être réglée. Maintenant, par rapport, et sur le court terme, ok? Maintenant, il faut diviser les conséquences pour Israël sur le court et le long terme. Sur le court terme, on n'aura pas de guerre avec la Syrie. D'abord, les rebelles qui prennent le pouvoir veulent à tout prix montrer qu'ils ne sont pas là ils sont pas guerre et qu'au contraire, ils veulent créer un gouvernement. Ils vont être occupés donc il y a une volonté de montrer ça. Deuxième chose, ils vont être occupés à reconstruire, à faire un gouvernement, c'est d'un côté. De l'autre côté, ils peuvent aussi tomber dans une guerre civile. Et donc, dans tous les cas, ils seront occupés entre eux-mêmes. Ensuite, la Syrie est en guerre depuis 13 ans. En guerre civile depuis 13 ans. Les gens, ils sont à bout de souffle. Ils ne sont pas capables maintenant d'attaquer Israël et de se réunir. Ça va prendre des années jusqu'à qu'ils se réorganisent. Ensuite, il faut regarder qui est de l'autre côté de la frontière. Qui est de l'autre côté de la frontière? De l'autre côté de la frontière d'Israël, on a l'armée syrienne libre qui dépend des États-Unis. Okay. Maintenant, je suppose que les Américains vont se retirer, mais pour l'instant, ils sont encore là-bas. Et on a encore un peu de temps jusqu'à que Trump rentre au pouvoir. Je suppose qu'il va retirer les soldats, mais dans tous les cas, ces gens-là. On a les Druzes qui ont une relation avec Israël. Alors, d'où vient la relation avec Israël? Ce qui se passe, c'est qu'en 2017, les Druzes, ils ont des petites communautés aussi au nord du Golan. Au nord du Golan, dans le nord du Golan, sur le Hermon, le montagne Hermon, on a un village du côté israélien qui s'appelle Majel Chams, qui est un village druze. Ce village druze, contrairement aux druzes qui habitent en Israël, ne sert pas dans le service militaire et ont toujours refusé d'être considérés comme israéliens parce qu'ils disent « nous, on est syriens ». Ces dernières années, surtout après la guerre civile, il y a un changement de position là-bas, même si ce n'est pas encore officiel, mais aujourd'hui, énormément de soldats israéliens sont là-bas et c'est leur base. Majel Cham, c'est leur base pour se battre au Liban ou pour se battre en Syrie, etc. Et en fait, surtout les jeunes deviennent de plus en plus pro-israéliens. Et je rappelle que le Hezbollah a tué 12 ou 13 gosses là-bas il y a quelques temps par un missile du Hezbollah. Donc ils sont en colère contre le Hezbollah. De l'autre côté de la montagne, du côté syrien de la montagne, il y a encore d'autres villages druzes. En 2017, les djihadistes, à l'époque pendant la guerre civile, ont essayé d'attaquer ces villages druzes. Les druzes d'Israël ont demandé à Israël, à l'armée israélienne, de se mêler et d'empêcher les attaques. Et Israël a protégé les populations druzes qui se trouvent en Syrie. Et ces populations druzes que leurs frères, Ahmad Jansham, du côté israélien, refusent de faire partie d'Israël. Et Israël a quand même protégé ces gens-là et a protégé les villages druzes. Donc, a priori, il va y avoir une sorte de gratitude. Donc, on a déjà des relations avec les druzes. Maintenant, entre Djebel Druze et Israël et le Golan israélien, on a des gens qui ne sont pas des druzes, des sunnites, des arabes, différentes factions, surtout dans les villages de Kounetra et ensuite d'Ara,
qui sont maintenant tombés aux mains de... Dara, c'est très important parce que c'est là où ça a commencé la guerre civile, en 2011. Les gens de Dara et les gens de Quneitra et ces gens-là, et ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, pendant toute l'époque de la guerre civile, entre à peu près 2011-2012 et jusqu'à peu près 2016, Israël a fait une opération qui s'appelait bon voisinage. C'est quoi bon voisinage? Tout blessé qui arrive à la frontière du Golan a le droit de passer en Israël et va se faire soigner par les hôpitaux israéliens. Et les hôpitaux israéliens ont soigné des dizaines et des centaines je pense même des milliers de blessés et syriens sans poser de questions. T'arrives, tu passes, il suffit que tu sois blessé, il suffit que tu arrives, on s'occupe de toi. Israël s'occupait des enfants, Israël s'occupait des femmes, Israël s'occupait des blessés. De tous les blessés, les hôpitaux israéliens étaient remplis de blessés de la guerre civile et syrienne qui passaient. Donc tous les gens qui habitent le long du Golan, qui habitent proche de la frontière du Golan, connaissent Israël, ont une gratitude par Israël parce que leurs blessés sont arrivés en Israël, ont été soignés par Israël. Plus que ça, il y avait des journées entières où les gens qui habitaient dans les villages en Syrie pouvaient venir passer la frontière israélienne et faire une journée en Israël, passer une journée en Israël. Israël a créé là-bas des sortes de camps des camps de récréation, des centres aérés pour les enfants syriens qui venaient et les soldats israéliens, les soldats israéliens, les travailleurs sociaux israéliens s'occupaient d'eux, les écoutaient. Il y avait des psychologues, il y avait des médecins, il y avait énormément de gens qui toute une opération de bon voisinage pour aider les Syriens et le peuple syrien pendant Israël, sans recevoir rien en contrepartie. C'était une des plus belles choses qu'Israël a fait. Et Israël a fait ça pour deux raisons. D'abord parce qu'au niveau moral, c'est ce qu'il faut faire. Et la deuxième chose, c'est parce qu'aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas anti-israéliens. Ces gens-là connaissent Israël. Ces gens-là sont passés par Israël. Et si c'est pas par eux-mêmes, c'est leur cousin, c'est leur frère, c'est leur tante qui est passé par Israël, qui est venu en Israël, qui est rentré dans l'hôpital à Haïfa, à Rambam, et qu'on lui a retiré la balle. Et on s'est occupé, et surtout les civils, on s'est occupé énormément de civils qui ont été blessés pendant les combats. Et Israël a vraiment aidé ces gens-là. Et Israël a énormément de connexions avec tous les villes et les villages qui sont autour du Golan. En passant, ce qui est assez rigolo, c'est que dans une partie des cartes qui ont été partagées par les rebelles, par différents groupes rebelles. Alors je ne sais pas exactement parce que j'ai vu les cartes sans comprendre exactement qui les partage. Et le Golan, donc, qui est toujours réclamé par les Syriens depuis 67, ne fait pas partie de la carte quand ils montrent la carte de la Syrie. Donc on voit à quel point les choses changent. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle on peut imaginer que ces gens-là vont faire une sorte de tampon entre la Syrie et Israël, et par rapport aux djihadistes. Maintenant, sur le long terme, c'est plus problématique, parce que sur le long terme, il y a deux possibilités. Ou le gouvernement de salut est syrien, qui est donc le gouvernement duquel HTS, Hayat al-Tahrir al-Sham, dépend, prend le pouvoir et arrive à prendre le pouvoir sur la plus grosse partie de la Syrie. Les Kurdes, ils sont de l'autre côté, donc c'est surtout toute la partie de Syrie qui est entre Idlib et Al-Saouid, hein, toute cette partie ouest de la Syrie. Et donc, on a au bout du compte un État islamiste et à l'origine djihadiste qui est à nos portes. Et c'est problématique, okay, parce qu'ils ne vont pas trop nous aider et ils vont au bout du compte se retourner contre l'ennemi naturel qui est Israël, qui sont les Juifs. La deuxième possibilité, c'est que ça repart sur une deuxième guerre civile entre tous ces groupes et surtout et encore il va y avoir le désordre le plus total. J'utilise un balagan en hébreu. Le désordre le plus total, et au bout du compte, on va avoir une politique à la libanaise. Et la politique à la libanaise qui a provoqué énormément de problèmes par rapport à Israël, mais c'est pas sûr que ce désordre passe sur Israël pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, la différence entre le Liban et la Syrie, c'est que même si on a une situation libanaise en Syrie, on n'a pas les Palestiniens, on a beaucoup moins de Palestiniens, et les Palestiniens ne sont pas un facteur comme ils sont au Liban. Au bout du compte, le facteur au Liban qui a attaqué Israël depuis les années 70, ça commençait par les Palestiniens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est les chiites et le Hezbollah, mais ceux qui ont commencé à attaquer Israël depuis les années 70 de manière constante, c'est les Palestiniens. Après que les Palestiniens ont été virés pendant septembre noir, en septembre 1970, ont été virés, ont été chassés de la Jordanie, où ils attaquaient avant ça depuis la Jordanie. Ils ont été chassés au Liban, le Arafat et l'OLP a été chassé de la Jordanie vers le Liban, et depuis le Liban, ils ont attaqué jusqu'en 82, jusqu'en la seconde guerre du Liban. Donc, et même un peu après même jusqu'à aujourd'hui, mais c'est surtout les Palestiniens qui ont fait ce problème-là. Il y a des Palestiniens en Syrie, il y a des camps palestiniens en Syrie, mais c'est pas le même poids, c'est pas la même importance, c'est pas du tout la même chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un glacier entre nous, on a une sorte de zone tampon. D'abord, on a la zone tampon du Golan, qui est, il y a 30 000 habitants juifs au Golan, mais c'est grand le Golan, et il n'y a pas de grosses villes, il y a pas de, et c'est plus élevé.
Et donc, c'est beaucoup plus difficile à attaquer. Et au-delà du Golan, on a une zone tampon, une sorte de zone entre deux frontières, en fait. La ligne de cessez-le-feu avec la Syrie qui a été de 74, donc après la guerre de Kippour, on a une nouvelle ligne de cessez-le-feu, avec une zone tampon, une zone démilitarisée entre nous et la Syrie. Et au-delà, on a des forces syriennes que, comme je viens d'expliquer, a priori, encore une fois, c'est un a priori, rien n'est sûr, mais a priori, ne sont pas trop anti-israéliens. Donc on a ce tampon, on a ce glacis entre nous et les problèmes de la Syrie. Donc c'est les deux possibilités sur le long terme. Sur le court terme, c'est très bien. Sur le long terme, on ne sait pas. Maintenant, plusieurs autres conséquences. D'abord, cette histoire est bien si on veut faire un deal avec le Hamas. Okay, personnellement, à titre personnel, en tant que citoyen israélien, je suis contre tout deal avec le Hamas pour les otages. Je suis contre tout pour parler avec le Hamas, mais mon opinion est une opinion très minoritaire en Israël. La plupart des Israéliens sont pour faire un deal, un accord avec le Hamas pour récupérer les otages. Et après, les opinions des Israéliens, jusqu'à où on est, qu'est-ce qu'on est prêt à donner au Hamas, et depuis la position la plus extrême de dire on sort totalement de Gaza, on met fin à la guerre pour récupérer les otages, jusqu'à la position où on est prêt à faire un cessez-le-feu, on est prêt à se retirer de certains endroits dans Gaza, etc. etc. Donc il y a plein de positions différentes par rapport au deal avec le Hamas. Mais au bout du compte, le Hamas a tout perdu. Le Hamas a tout perdu en attaquant au 7 octobre. Et la bande de Gaza est totalement, en bonne partie détruite. Le Hamas a toujours le pouvoir grâce à l'aide humanitaire qui rentre dans Gaza. C'est la seule chose. L'aide humanitaire, les camions d'aide humanitaire qui rentrent dans Gaza, c'est la seule chose qui permet au Hamas de tenir encore et de tenir le pouvoir et de tenir les citoyens, les civils de Gaza. C'est absolument la seule chose qui arrive. Mais à part ça, ils ont tout perdu. Et maintenant, ils perdent. Ils comptaient sur le Liban, ils comptaient sur les autres pays de se mêler, de rentrer dans le jeu. Et vraiment, le Hezbollah s'est mêlé. Mais au bout du compte, le Hezbollah a demandé un cessez-le-feu et on a réussi à couper le lien entre le nord et le sud. On a réussi à faire en sorte qu'on fasse un cessez-le-feu dans le nord d'Israël. Quand je parle dans le nord, maintenant je parle dans le nord d'Israël, sans avoir un cessez-le-feu à Gaza. On a réussi à couper ce lien. Et donc, le Hamas qui comptait tellement sur ses amis, sur ses patrons iraniens, sur ses amis du Hezbollah, etc., au bout du compte, ça ne fonctionne pas et il est tout perdu. Le Hamas se retrouve totalement isolé et sur le terrain hyper. Et donc, ça, et avec la fin du régime syrien, donc c'est-à-dire que le Hezbollah vraiment a moins de chances de se relever. Et donc, il y a plus de conséquences par rapport au deal. Le deuxième conséquence, c'est que le Hezbollah, qui on a attaqué et qu'on a vraiment donné des gros coups et qui maintenant est couché par terre, en train de recroqueviller par terre, en train de dire stop, 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 j'ai mal, mais on l'a pas éliminé. Et c'était la raison pour laquelle moi j'étais contre le cessez-le-feu, parce qu'on l'a pas éliminé. Au bout du compte, aujourd'hui, on aura beaucoup plus de difficultés à être réhabilité, beaucoup plus de mal à être réhabilité, tout simplement parce que l'aide de l'Iran sera beaucoup plus difficile à venir. Maintenant, elle ne pourra venir que par les avions et elle ne pourra pas venir par l'axe routier, par la route. Donc ça, c'est vraiment le deuxième problème. Déjà, en passant, vous vous rappelez que j'ai parlé de la base américaine à Al-Tanf. Al-Tanf, elle est basée c'est sur la route entre l'Irak et la Syrie. Donc le but de cette base américaine, c'est d'empêcher le ravitaillement par l'Irak, depuis l'Iran par l'Irak jusqu'au Liban, et c'était la base sur la route. Mais c'est pas grave, on peut faire des routes de contournement, on passe à gauche, on passe à droite, c'est pas un vrai problème. Là, à partir du moment où il y a un pouvoir en Syrie qui est contre les Iraniens, et pour l'instant, au moins au début, ça sera contre les Iraniens, je ne sais pas ce qui se passe après, mais dès le début, après ils peuvent réconcilier, ils peuvent changer d'avis, ils peuvent se rapprocher, mais pour l'instant, il est contre les Iraniens, donc déjà, ça bloque. Et donc, ça, pour nous, c'est bien. C'est-à-dire que, après, le cessez-le-feu avec le Hezbollah va durer plus longtemps, ou en espérant que le Hezbollah sera tellement faible qu'à l'intérieur du Liban, d'autres forces vont attaquer le Hezbollah et vont pouvoir aider. Maintenant, et une autre conséquence, et ce qui est important, pas vraiment une conséquence, mais c'est une inquiétude, et qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les différentes poches, et les poches druzes, donc au sud, qui sont proches de nous. Est-ce que les Druzes vont recevoir une autonomie ou une mini-indépendance? La meilleure solution, ce sera que ce soit une confédération de différents États, une confédération entre les différentes autonomies en Syrie. Mais est-ce que les Druzes vont recevoir ce qu'il aurait dû? Et pour nous, tant que les Druzes sont indépendants, et tant qu'ils ont plus d'indépendance, et tant que c'est mieux, qu'est-ce qui se passe avec les Alaouites? Donc c'est vrai que la famille Assad est alaouite et qu'ils nous ont fait beaucoup de mal, énormément de mauvais sang est passé entre Israël et les Alaouites, mais au bout du compte, les Alaouites, c'est pas des musulmans, c'est une minorité qui est sur la côte, qui ont une sorte de base. Pour l'instant, elle est là-bas la Russie.
Et a priori, il se peut fort bien que c'est dans les intérêts d'Israël que la Alawite tiennent le morceau et arrivent à avoir leur autonomie. Et encore une fois, pour Israël, le mieux, et ça c'est mon opinion personnelle, le mieux c'est de ne pas faire face à des grands pays unis, mais de faire face au maximum de petites autonomies, de micro-États, que chacun a sa propre culture. Ça, d'abord c'est une question, on va dire, idéologique. Et plus une question idéologique, c'est beaucoup plus facile à faire face à plein de petits États qui doivent s'entendre et qui doivent s'accorder que de face à un grand État uni, impérialiste, et qui fait une grande armée qui essaie de nous attaquer. En sachant que, il faut bien comprendre, que si l'islam est du style djihadiste, du style musulman, de style, pardon, islamiste, prend le pouvoir en Syrie et arrive à unir tout le pays, au bout du compte, toutes les minorités qui habitent dans le pays, ils vont plus ou moins s'enfuir, disparaître. C'est ce qui s'est passé un peu partout. Dès que l'islam prend le pouvoir de manière claire et totale, les minorités disparaissent, que ce soit par discrimination, que ce soit par la fuite. Et on a vu ça au Liban, on a vu ça pratiquement dans tous les pays. Pratiquement dans tous les pays. On voit ça par exemple dans l'autorité palestinienne. Si je vais la ville de Bethléem dans l'autorité palestinienne qui s'est vidée de ses chrétiens alors qu'à l'origine c'était une ville chrétienne. Et même en Israël même, si je vois par exemple la ville de Nazareth qui il y a 70 ans, 80 ans était une ville avec énormément de chrétiens, aujourd'hui ils sont 5% peut-être de chrétiens dans la ville parce que le pouvoir ils sont poussés au fur et à mesure dehors par l'islam. Donc on a vraiment. Et ensuite les Kurdes. Est-ce que ce nouvel État, et je pense que la première chose qu'ils vont faire avant même d'attaquer Israël, c'est d'attaquer les Kurdes qui sont au nord-est, et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe avec ces Kurdes? Et c'est important aussi que les Kurdes continuent à avoir leur autonomie, et le fait que les Kurdes de Syrie et les Kurdes d'Irak ne s'entendent absolument pas, ils ont deux visions totalement différentes du monde, c'est un problématique, c'est vraiment dommage, et au bout du compte, le Kurdistan, c'est important qu'il ait, alors je dis pas aujourd'hui son indépendance, je pense pas que, mais au bout du compte il faut prendre. Donc qu'est-ce qui se passe avec ces différentes poches? Est-ce qu'ils vont faire, même au niveau moral au bout du compte, si les Syriens rentrent à l'intérieur et commencent à faire des massacres, etc., c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais dans tous les cas, donc l'inquiétude c'est par rapport aux poches. Est-ce que Israël, déjà en Israël, on a beaucoup d'opinions qui pensent qu'il faudrait envoyer des aides aux Kurdes, aux Alaouites et aux Druzes pour leur permettre d'avoir leur propre autonomie et pour leur permettre de pouvoir survivre ces différentes choses. Et nous, ça nous arrange qu'il y ait des poches de minorités et dans les différents pays, ça nous arrange parce que ça permet vraiment de pouvoir avoir des alliés un peu partout. Les Alaouites, pour l'instant, c'est vraiment pas nos alliés, mais il se peut fort bien que d'ici 10 ans, 20 ans, on change la situation. Il n'y a aucune raison qu'ils ne deviennent pas nos alliés. Et une dernière chose avant de finir, ouais, j'ai parlé pendant 1 heure. Une dernière chose. Dans les années 90, on parlait de faire la paix avec le Golan, avec la Syrie, et de renoncer au Golan. De renoncer au Golan pour faire la paix avec la Syrie. Non, le Golan est au-dessus du Galil, c'est un plateau. C'est un plateau, il faut imaginer quand je sors du Golan, que je suis sur le Golan et que je vais vers l'ouest, donc vers le Galil israélien, j'ai une chute de 300-400 mètres, à mon opinion, et vers le lac de Kinneret, vers le lac de Tibériade. À mes pieds, j'ai le lac de Tibériade, et à mes pieds, j'ai tout le Galil. Jusqu'en 1967, les Syriens bombardaient le Galil depuis le Golan, et c'était très facile, il suffit juste de regarder en bas, c'est vraiment sous moi. C'est très facile de bombarder. Dans les années 90, il y a eu des velléités de faire la paix avec la Syrie, en contrepartie de retourner le Golan. Les deux raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, la première raison, c'est parce qu'il y avait un vrai mouvement anti-concession sur le Golan en Israël, en sachant que c'est pas la même chose que la Judée-Samarie, parce que il n'y a pas une grosse population non juive, il y a les Druzes là-bas, c'est vrai, il y a des milliers de Druzes qui habitent, mais c'est pas comme en Judée-Samarie où il y a des millions de Palestiniens qui habitent. Et donc on n'a pas de problème démographique. Donc on n'a pas vraiment de problème démographique sur le Golan. Le Golan est plus ou moins vide. Et donc il y a un vrai mouvement anti-concession sur le Golan en Israël, à l'intérieur. De notre côté, le pouvoir de Bachar al-Assad, donc à l'époque c'était Hafez al-Assad, son père, eux ce qu'ils voulaient c'était pas revenir à la frontière internationale qui existait entre l'Empire britannique et l'Empire français avant les indépendances de la Syrie et d'Israël, mais de mettre les pieds dans l'eau de la Kinneret, de mettre les pieds dans l'eau du Tibériade, comme était la situation entre 1948
et 1967. Donc en fait, la frontière passe et un peu plus loin au pied du Golan, au pied du plateau du Golan, mais pas au bord de la rivière. Pas vraiment au bord de la rivière, mais au pied du plateau de Golan, un peu plus loin. On parle de centaines de mètres, hein, c'est pas vrai. Après 48, les Syriens sont arrivés et ont mis le pied vraiment dans le lac eux-mêmes. Et il y a un côté du lac qui était en Syrie. Au-delà donc de la frontière, d'après les accords entre Français et Anglais. Hafez el-Assad refusait de revenir à la situation et de la frontière internationale qui a été fixée entre les Français et les Anglais dans les années 20, mais voulait revenir à la situation entre 48 et 67, dans laquelle, au bout du compte, si vous voulez, les Syriens occupaient une partie d'Israël, avaient les pieds dans l'eau. Et donc, son obstination, c'est aussi ça qui a bloqué, et Israël n'était pas du tout prêt à ça, donc son obstination, c'est aussi ça qui a bloqué un accord et qui a fait en sorte qu'on n'avait pas un accord. Donc, au bout du compte, le Golan est resté entre nos mains. Imaginons maintenant une situation dans laquelle on aurait fait cet accord et que Assad accepte de rester que sur le plateau lui-même et de ne pas descendre et de ne pas avoir les pieds dans le lac. Et qu'aujourd'hui, on est les djihadistes et toute cette guerre civile qui est au-dessus de nos têtes. Vraiment au-dessus du Galil, au-dessus du lac du Tibériade. Et pendant les 13 dernières années de guerre civile, que tous ces gens-là qui ont tiré de temps en temps et que les milices chiites qui étaient présentes jusqu'à aujourd'hui en Syrie, attaquent depuis le plateau du Golan. Donc heureusement, ça ne s'est pas passé, et donc on est content que ça ne se soit pas passé. On comprend qu'a priori, pour l'instant, à chaque fois il faut bien comprendre, ce que comprennent les Israéliens, c'est qu'à chaque fois qu'ils se sont retirés de quelque part, au bout du compte, ça s'est retourné contre eux. Et on voit ça partout dans tous les exemples, que ce soit à Hamas, que ce soit le Hamas à Gaza, que ce soit en Judée-Samarie, que ce soit au Liban, que ce soit un peu partout. Dès qu'on s'est retiré d'un endroit, ça a mal joué. Et peut-être le seul exemple où on ne nous a pas attaqué de l'endroit où on s'est retiré, c'est le Sinaï avec l'Égypte. Et encore, on ne sait pas ce que va faire l'avenir, et personne ne sait ce qui va se passer dans l'avenir avec les Égyptiens. Donc voilà. Une autre conséquence, j'ai oublié de le dire, je rajoute ça, c'est l'accélération du programme nucléaire iranien. Les Iraniens ont perdu leur axe, donc maintenant ils sont obligés d'avoir autre chose pour pouvoir continuer le combat. Et donc ils vont accélérer, a priori, le programme nucléaire et vont essayer d'arriver le plus rapidement possible à l'arme nucléaire. Deux choses. Un, et grâce à ce qui s'est passé avec le Hezbollah et les attaques iraniennes contre Israël, Israël a déjà totalement écrabouillé tout le système anti-aérien des Iraniens. Et maintenant, on a plus ou moins les mains libres pour nous et pour les Américains. Est-ce qu'Israël est capable, maintenant, aujourd'hui, au niveau militaire, d'attaquer l'Iran et d'attaquer le programme iranien? C'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est très compliqué, et c'est très loin, et il y a énormément de sites qui sont enterrés sous terre à des dizaines et des dizaines de mètres sous terre, donc c'est compliqué. Est-ce que les Américains peuvent le faire? A priori, oui. Dire quoi a priori? Sûrement, oui. Maintenant qu'Israël et donc on a la possibilité, avec les Américains, ou peut-être même tout seul, d'attaquer le programme militaire et le programme iranien nucléaire. Et en plus, avec le changement d'administration aux États-Unis, c'est fort probable que Trump, contrairement à son prédécesseur, accepte. D'un autre côté, c'est fort probable aussi que Trump se dise « c'est plus mon affaire », de la même manière qu'il dit maintenant en Syrie « c'est pas mon affaire ». Donc que Trump dise « c'est plus notre affaire ». Dans ce cas-là, ce que doit faire Israël, se dire « ok, c'est pas ton affaire, mais laisse-nous acheter les armes, laisse-nous acheter ce qu'il faut pour pouvoir le faire nous-mêmes. Et il faut faire ça le plus rapidement possible, parce qu'a priori, d'après ce que je comprends, les Iraniens vont courir le plus rapidement maintenant vers la bombe parce que c'est la seule chose qui peut protéger le régime iranien. Au bout du compte, ce qu'ils ont peur les Iraniens, c'est que le régime tombe. Et le régime peut tomber si les résistants iraniens ont de l'aide de l'extérieur. Et la seule manière de consolider le régime par rapport à sa propre population aujourd'hui, c'est d'avoir la bombe et d'empêcher de faire une sorte de si tu m'attaques, si tu te mêles à ce qui se passe chez moi, je t'attaque avec une bombe nucléaire. Et a priori, ils n'ont même pas besoin de ça, c'est une manière religieuse de voir le monde, donc ils peuvent attaquer à tout moment. Donc c'est une autre conséquence. Je rajoute, et voilà, c'était important d'en parler aussi. C'était un épisode spécial Syrie. J'espère vous avoir été intéressant. Encore une fois, je rappelle que c'est mon français. Désolé, j'ai un français un peu difficile. J'invente des mots plus ou moins.
c'est comme ça, ou vous kiffez, ou vous kiffez pas. J'ai un copain qui m'a envoyé de France, salut Jérémy, et qui m'a envoyé de France, écoute, arrête de t'excuser. Donc j'arrête de m'excuser, c'est comme ça. Je, je n'édite pas, ok, j'enregistre et j'envoie. Je me réécoute même pas, je déteste me réécouter, j'ai aucun moyen d'éditer les choses. Donc il faut bien comprendre que tout ça c'est envoyé directement, sans édition, d'une volée. Et donc, je m'excuse si des fois je fais des fautes, des fautes, si des fois je m'arrête un peu et j'hésite un peu et que quand je parle, c'est pas toujours très clair. Donc, je m'excuse et pour aussi la qualité, enfin, non, je m'excuse pas, on m'a dit de pas m'excuser. Et pour la qualité, encore une fois, j'enregistre tout simplement avec mon téléphone. Et mon idée, c'est que le parfait, c'est l'ennemi du fait. Et si je cherche à faire quelque chose de parfait, eh ben, au bout du compte, je ferai rien. Donc, c'est pour ça que j'enregistre comme ça. Je vous rappelle que je suis guide conférencier, vous pouvez m'inviter à des conférences, même par Zoom, que je peux donner, même en France, en vidéoconférence. Si vous êtes en Israël, eh ben, en Israël, vous pouvez m'inviter à des conférences et sur différents sujets. Tout est sur mon site. Mon site, c'est nissimslama.com. Différentes visites, différentes conférences. N'hésitez pas à m'envoyer aussi des questions par mail. Cet épisode, je l'ai fait suite à un mail que j'ai reçu de Floride. Donc, encore une fois, et merci beaucoup. Et merci de m'avoir écouté. Et je reste à votre disposition pour expliquer tout ce que je peux expliquer.